la préface de son livre des êtres imaginaires, Borges constatait que peu de monstres pouvaient agir sur l'imaginaire autant que le centaure. En ce sens, à l'instar du dragon, le centaure apparaît selon lui comme, je le cite, un monstre nécessaire. Il est bon à penser symboliquement comme les hybrides ou les animaux parfaits. De fait, Borges ne s'était pas trompé en écrivant que, je le cite de nouveau, le centaure est la créature la plus harmonieuse de la zoologie fantastique. Cette figure archétypale est aujourd'hui positive, car elle tend à affirmer l'idée qu'un bon cavalier compose l'un de ces êtres, signifiant là l'harmonie parfaite du cavalier avec sa monture. Plus généralement, cette fusion centauresque entre le cheval et l'homme agit comme un puissant réactif pour dire le monde, mais aussi pour troubler sa compréhension. En effet, alliant l'animalité à l'humanité, la nature à la culture, la pulsion à la raison, le centaure est le révélateur d'une tension entre ces registres d'opposition, malgré l'accommodement des deux entités dans une seule et même entité. Pour Alain Schnapp, les centaures sont l'état naturel de la culture, car ils oscillent entre les hommes et les bêtes et possèdent une série de savoirs qui va de la chasse à la médecine. Vivant en Thessalie, où une culture équestre s'est très tôt développée, ces petits-fils d'Ixion sont connus grâce à un certain nombre de mythes qui nous renseignent sur leur rusticité et leur violence. Parallèlement, leur proximité avec le monde équestre a été reconnue dans l'Antiquité, comme on peut le remarquer, par exemple, chez Plutarque, Diodore de Sicile, Pline ou bien Paléphatos. Mais c'est Xénophon qui a présenté de la manière la plus aboutie cette proximité entre le centaure et le couple homme-cheval dans le cadre d'un discours prononcé par Chrysantas dans la Cyropédie. À l'annonce de Cyrus, qui, prince conquérant, décide de créer un corps de cavalerie lui permettant d'accroître la mobilité de l'armée perse, ce fidèle lieutenant de Cyrus tente de persuader les Ogotimes du bien fondé de ce projet. La force de ce discours, à la rhétorique exemplaire, réside dans le parallèle entre la figure du cavalier et celle de l'hypocentaure, puis son dépassement. L'hypocentaure de Chrysantas ne s'inscrit pas dans une tradition qui vise à circonscrire cet hybride dans la rusticité, hybride incapable de dépasser par exemple la technologie proto-historique et vivant dans un monde où le vin et les femmes sont pour lui des objets de plaisir. L'hypocentaure de la Cyropédie fait en effet preuve de discernement et il est expert dans le maniement des armes. Il est par ailleurs rapide et doté d'une grande force physique. Au-delà de l'effet rhétorique, cet équilibre entre les caractères humains et chevalins permet d'observer l'hybride sous un angle nouveau. En ce sens, il n'est plus lesté de marques péjoratives de bestialité puisque ses qualités humaines et chevalines sont quantitativement égales. Mais dans la suite de son discours, Chrysantas montre le caractère aporétique d'une comparaison trait pour trait entre le cavalier et le centaure. Il relève en effet que cet hypocentaure ne peut profiter ni des inventions des hommes, ni des bonheurs de la nature. C'est comme si l'équilibre des caractères humains et équins étant atteint à la perfection, il ne pouvait exister. Xénophon trouve alors la solution à ce problème insoluble. Le couple formé par le cavalier et le cheval, affirme-t-il, est un hypocentaure en deux parties. En somme, un être le plus souvent divisé qui trouve sa plénitude dans la relation de l'homme et de sa monture. Or, cette conception se rapproche d'un des mythes platoniciens les plus connus et qui tente d'expliquer l'origine du désir amoureux. C'est une histoire que l'on trouve racontée par Aristophane dans le banquet de Platon. Dans des temps reculés vivaient des créatures dotées de 4 mains, de 4 jambes et de 2 sexes. Ils pouvaient avoir 3 formes, des hommes doubles, des femmes doubles et des hommes-femmes. Irrité que ces êtres aient essayé d'escalader le ciel, Zeus décida alors d'un châtiment. Il les scinda en deux, de telle sorte que, dorénavant, chaque moitié cherche l'autre. Et lorsqu'ils se rencontrent parfois, ils éprouvent un sentiment très fort, fait de désir et d'attraction réciproque. Or, la fusion équestre peut être assimilable à l'union sexuelle. Outre de nombreuses métaphores sur le chevauchement que l'on trouve en général dans la littérature équestre, et par exemple chez Aristophane,
Le pseudo-Aristote constate par exemple que les cavaliers sont les plus aptes aux choses de l'amour car, je le cite, du fait de la chaleur du mouvement, ils éprouvent la même impression que dans le coït. L'assiette, c'est-à-dire la posture à cheval, était donc un élément essentiel de l'équitation antique, les cavaliers montant le plus souvent accrus. Le mouvement de leur bassin accompagnait ainsi les mouvements de leur monture. Dès lors, l'hypocentaure de la Cyropédie apparaît comme un paradigme heuristique, pour reprendre l'expression de Pietro Licosi, conférant l'idée que l'homme et le cheval, dans le processus de l'équitation, s'assemblent temporairement, en quête peut-être de leur originelle intimité. Il est nécessaire de s'interroger sur les implications ontologiques de ce procès de la fusion, même temporaire. Et je vous prie de m'excuser de ne donner là que des réflexions d'une part trop théoriques et d'autre part trop rapides. Réunis en un être hybride, que deviennent en effet l'homme et le cheval en tant qu'entité propre? Conservent-ils les caractéristiques qui les définissent, ou bien celles-ci fusionnent-elles? Ceci pose au préalable la question de la limite de cet hybride, qui est pensée comme la synthèse de caractéristiques hétérogènes dans une logique peut-être empédocléenne. Ce questionnement sur la limite, les commentateurs de la représentation artistique s'en sont emparés. Ainsi est-ce le cas de Lucien, réfléchissant à la peinture de Zeuxis, qui avait représenté une centauresse, en qui l'on ne pouvait cerner la distinction entre le féminin et le cheval. Comme l'avait montré Jacques Pigeot, il s'agit là de penser le rapport entre l'art et le vivant, de questionner la synthèse ou l'image de la greffe dans le cadre d'une rêverie de la limite et d'une quête esthétique visant à l'harmonie des parties. Mais contrairement à l'union d'entités hétérogènes qui, dans le domaine végétal ou animal, produisent un hybride par l'intermédiaire de la greffe ou de la reproduction, l'hypocentaure de Chrysantas est, lui, composé de deux éléments qui se divisent et s'unissent à l'envie. Xénophon écrit que c'est Kairetos, Hippokenteros, Kai Sunketos, en une espèce donc de monstre composé de 4 yeux et de 4 oreilles. Il convient de revenir au procès de la fusion et son parallèle avec la fusion des corps amoureux évoqué dans le discours d'Aristophane du banquet platonicien. Dans ce passage du banquet, la réunion des corps lors du coït est rendue par le terme sulfusis, soit donc en ce cas l'identité de nature qui provient d'une réunion. Or, il apparaît que dans les conceptions occidentales relatives au rapport sexuel, depuis l'Antiquité jusqu'au milieu du XXe siècle, une croyance était partagée selon laquelle l'acte sexuel, fusion de deux corps en un seul, mélange de substances corporelles, pouvait altérer profondément les identités des partenaires. Cette théorie de l'imprégnation, qu'on appelle aussi cette télégonie, s'observait chez les hommes, mais aussi chez les animaux. Au XIXe siècle, une jument qui avait été d'abord montée par un zèbre, puis par un étalon, aurait donné naissance à un poulain aux jambes zébrées. Plus généralement, dans l'Antiquité, on croyait à la théorie de l'imprégnation par le regard. Une mère enceinte pouvait être impressionnée par un objet ou une personne, et dès lors son fœtus portait les marques de cet objet ou de cette personne. Malgré le fait que le terme sulfusis n'apparaît pas dans le discours de Chrysantas, nous posons l'hypothèse que la fusion homme-cheval qu'il décrit serait une sorte de rapport sexuel symbolique qui pourrait avoir pour conséquence l'altération temporaire de l'identité des partenaires. En témoigne par exemple un autre passage d'un autre texte de Xénophon, dans l'Hipparque 8.3, dans lequel hommes et chevaux ne sont pas dissociés dans leur caractère. Je le cite brièvement, ceux des chevaux et des hommes, hippoi kai andres, qui ont les pieds parfaitement endurcis sur ceux qui ne sont pas frottés au terrain dur, et ceux des chevaux et des hommes qui ont l'expérience des lieux par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Ainsi, le couple homme-cheval pourrait être constitué de deux entités dont certaines de leurs caractéristiques propres tendraient à coloniser l'autre et réciproquement. Le couple homme-cheval de la Cyropédie pourrait ainsi être considéré tout autant comme un homme incorporant des caractères chevalins, vitesse, force, suprasensibilité, ou bien comme un cheval incorporant des caractères humains, intelligence, pouvoir de décision, usage des mains. Dans cette perspective, la notion du devenir forgée par Gilles Deleuze pourrait être un instrument heuristique qui permettrait de préciser les frontières mouvantes des deux entités composant l'hybride. Dans le livre 1000 plateaux, Gilles Deleuze et Félix Guattari précisent par exemple ce qu'est un devenir animal, qui n'est en aucun cas une imitation.
Le devenir, écrivent-ils, traverse et emporte l'homme et n'affecte pas moins l'animal que l'homme. C'est donc faire l'expérience par-delà le sujet en opérant une déterritorialisation. Dans une perspective plus générale, on pourrait se demander alors ce qu'est le devenir cheval de l'homme et le devenir homme du cheval dans cette démarche de déconstruction de la figure du centaure. Le devenir cheval pourrait être, par exemple, analysé à l'aune des expériences d'initiation, mais aussi de tous les processus d'assimilation et d'analogie. Pour cerner le devenir homme, il serait nécessaire de prélever tous les aspects qui visent à humaniser le cheval, par l'équitation notamment. L'analyse de la limite des deux entités, cette zone d'indiscernabilité possiblement dépassée grâce à l'instrument heuristique du devenir, permettrait de mieux cerner la figure du centaure par-delà la nature et la culture, pour reprendre le titre du livre de Philippe Descola, à l'aune de la recherche en sciences humaines tendant actuellement à redéfinir les catégories de l'animalité et de l'humanité. Je vous remercie.